Nous vivons des bouleversements économiques importants. Ils imposent des privations à l'ensemble de nos concitoyens. Les salaires qu'on leur offre baissent de façon absolue. Les emplois qu'ils peuvent occuper se font plus rares et plus instables. Nous avons de sérieuses raisons de nous inquiéter de la lenteur de l'économie à se relever des récessions. Car plus la fréquence et la durée du chômage augmentent, plus l'employabilité future du chômeur se détériore. Un chômage qui devait au départ n'être que temporaire et réversible risque ainsi de devenir structurel et chronique. La naissance de l'économie est très récente, à peine 2 siècles. Si jeune et déjà si puissante. Un homme nouveau est né. Il va changer le visage de l'humanité. C'est à Adam Smith, un philosophe écossais, qu'on en attribue la paternité. Désormais, chacun pourra se spécialiser, chacun pourra s'enrichir. Capuscasing. Capuscasing. Ce nom qui chante signifie en indien « là où la rivière fait une courbe ». Une ville du nord de l'Ontario, dans les steppes du bouclier canadien, à 800 km de Toronto. Au début, c'était une prison. En 1914, un camp d'internement de prisonniers de guerre. Mais de cette destinée figée, l'histoire va tout bouleverser. La Spruce Fall Power and Paper Company de la compagnie américaine Kimberly-Clark vient s'installer. Durant les 50 prochaines années, ensemble, on a fabriqué les 550 tonnes de papier du New York Times chaque journée. Dans les années 80, des plus riches villes du Canada, cette ville est la deuxième. Kapuskasing, surnommé Cap, devient la ville modèle du Nord. 10 000 habitants. 9 000 hectares. Hôpital, maison, école, centre de loisirs, hôtel, aréna. La Spruce Fall prend tellement soin de ses employés qu'on l'a surnommé l'oncle Spruce. La vie est douce à l'ombre de la Spruce. I'm Darwin Smith, Chairman and Chief Executive Officer of Kimberly-Clark Corporation, one of the 2 shareholders of Spruce Falls Power and Paper Company Limited. The other is the New York Times Company. Thank you for giving me this opportunity to speak to you about something very important to us all, the future of Spruce Falls.
I believe that if change does not occur, the company will die unless it is owned in the future either by the government or by someone else who is prepared to operate it solely for the purpose of maintaining jobs. Are you willing to help reduce costs? Are you willing to lay the Uncle Spruce syndrome to rest? If you are not, find someone who will pay today's fair market value of the company in the ballpark of $150 million. As to the restructuring plan, it is a cost-competitive rebirth alternative. The plan includes these elements: discontinue the production of wood, close the roundwood handling yard, close the chip mill, close the groundwood mill, shut down number 1 paper machine, shut down number 3 paper machine, shut down number 4 paper machine. Eliminates 1,200 jobs. Ce serait une ville fantôme. Tout le monde de la communauté travaille là. Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait vivre malgré... C'est pas tous les gens qui travaillent là qui se ressentent, ça c'est tout le monde. C'est le marchand, c'est le restaurateur, c'est... tous les résidents s'en ressentent, tu sais. Parce qu'à part ça, là, ferme le moulin, tu deviens une ville fantôme, ça finit là. Qui va rester ici? Les médecins s'en vont, les écoles ferment, tu peux pas vivre. J'ai travaillé au moulin 12 ans de fil. J'ai pas été en dehors du moulin plus qu'un mois durant 12 ans. J'ai jamais pensé qu'il allait fermer parce que quand j'ai travaillé au moulin, on espérait que c'était tout le temps là. Quand j'ai travaillé là, on passait à travers des grèves, ces affaires-là, puis on pensait jamais qu'il y aurait eu une grève. On se disait tout le temps que ça se faisait pas. Ben, surtout moi, parce que depuis que je suis à Cap, j'arrivais ici quand j'avais 8 ans. Mes parents, ils ont déménagé quand ils sont mariés, puis ils ont été restés où j'ai venu au monde. On est revenu à Cap lorsque j'avais 8 ans. Puis le Spruce Falls a tout le temps ici. C'était mon oncle Spruce. J'ai fini l'école, j'ai commencé à travailler. Puis on se disait, comme la ville, les personnages qu'il y avait ici, « Ah, le moulin va tout le temps être là. » On s'attendait à ça. Mais dans les dernières années de la récession, le Kimberly Clark, il n'y a pas rien qu'ici, mais il y a d'autres, ils voulaient se débarrasser de ça. Puis le monde au moulin, ça a aidé un petit peu à la raison pourquoi que ça a fait une petite chicane. Le monde, ils s'attendaient pas que Kimberly Clark allait faire quoi ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça vite, puis ils ont dit qu'on veut sortir du moulin, soit qu'on le vend ou ben on le ferme. C'est pas le choix. Puis nous autres, on s'attendait pas à ça. Moi, comme un père de famille, je pense, bien, autrefois, j'en garde l'ouvrage. Mais là, elle travaille. Elle fait minimum wage. Moi, je me garde à pas faire quoi je faisais au moulin. So, là, à la place d'avoir un salaire qui rentre à la maison, ça va en faire 2 qui travaillent pour le même salaire que je faisais au moulin. So, on va vivre. Bien souvent, l'après-midi, quand elle travaille, je fais du basketball. Je coach des jeunes à Cité des jeunes, l'école française. Puis je sens bien que je contribue quelque chose là-dedans. Les gens de Kapuskasing l'avaient très bien compris. C'était dur à accepter, mais il fallait donner à M. Smith ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est l'argent pour le barrage, qui valait à peu près 140 millions, peut-être, environ. Il faut garder en contexte que le Spruce Falls appartient à cette grande société qu'est Kimberly Clark. Kimberly Clark ne veut plus faire affaire à Kapuskasing, donc ça veut se débarrasser de ses installations. La seule chose qui a de la valeur, c'est le barrage. Sauf que il y a des évaluations environnementales. Le barrage est sujet à ça. La Kimberly Clark, c'est-à-dire, ne voulait plus courir ces risques-là, voulait simplement partir au plus vite. Bon, les gens de Kapuskasing devaient réagir, devaient finalement faire réaliser au gouvernement ontarien que si on ne pouvait pas attendre
qu'il fallait acheter le barrage tout de suite. Et puis, parce que les installations de fin pratique, le moulin était vétuste. Il avait besoin d'être modernisé. Et puis, la Kimberly-Clark ne voulait plus mettre de l'argent là-dessus. La ville en détresse ne s'avoue pas vaincue. Des rassemblements, des comités, des pétitions, des propositions. Oubliez les vieilles querelles. Coude à coude devant l'adversité. Il faut gagner. L'usine, L'acheter. Tembec l'a déjà fait au Témiscamingue voilà 20 ans. On va leur demander. La foi déplace la montagne, mais derrière se cache toujours une autre montagne, le barrage. Il faut que le gouvernement l'achète. Moi, je ne faisais pas partie du groupe PEG, là, qu'on appelle le Purchasing Employee Group. C'était plutôt Martin, puis Martin qui était là. Je pense que Craig est revenu dans le portrait après, dans le deuxième groupe. C'est le premier groupe a tout mis ensemble. Il a fait comme un business plan. Il a fait des rencontres avec Tembec. Ils ont été pas mal des rencontres avec beaucoup de différentes compagnies. Puis ils cherchaient un partner, un strategic partner qui ça nous prenait. Le gouvernement nous disait ça, Kimberly-Clark nous disait ça. Ça prenait quelqu'un pour nous aider à administrer la compagnie. Te souviens-tu des compagnies qui ont été contactées dans ce temps-là? Avant Pig? Avant Tembec. Avant dans Tembec, PEG, au début, là, il parlait de... le gouvernement... Certains de nos clients, je pense. Hein? Oui, il y avait des clients. Un autre fit, je pense qu'on était... Morris avait été à New York. Ils ont été Alberta News. Ils ont été différentes autres compagnies qui pensaient qu'il y aurait eu un fit. Ça prenait un fit entre nous autres et les autres. Ça a été qu'en dernier. Tembec a été mentionné de bonne heure dans le portrait. Comme je te disais, quand des consultants y avaient venu puis ils avaient mentionné d'aller voir Frank Dettori, mais pour une raison ou une autre, ça se faisait remettre. Ça a été jusqu'à la fin d'avril, quand un groupe avait été rencontré Frank Dettori. Mais son nom, il venait souvent dans des discussions avec des consultants et d'autres compagnies. Même, je pense, Darwin Smith, une fois qu'il l'a mentionné, il allait y parler. Quand les employés sont venus me voir pour dire est-ce qu'on peut faire la même chose à Spruce Falls qu'à Témiscamingue, on a gardé le plan, business plan, puis on a fait l'organisation, qu'est-ce qu'il faut faire, des changements d'attitude qu'il faut établir pour réussir. Puis on avait à peu près le même problème, mais c'était plus facile. À Témiscamingue, quand on a fait l'annonce de fermeture, on dit si la compagnie ne veut pas, on va l'acheter pour $1, puis nous autres, on va former une autre compagnie, nous-mêmes, avec les employés, puis on va le faire. Si eux, ils ne veulent pas, nous autres, on va le faire. On a eu des problèmes pendant 13 mois parce que la compagnie ne voulait pas vendre l'usine. Alors, il y a eu des démonstrations avec le syndicat, avec les citoyennes, puis tout ça, jusqu'au temps que le gouvernement a décidé d'intervenir puis de forcer la compagnie de nous vendre l'usine. Alors, c'est très difficile pour les employés de s'impliquer dans des projets de 20-30 millions de dollars. Si tu parles d'une petite usine ou d'un petit atelier où il y a 5-10 employés, c'est pas difficile, mais quand tu parles d'une compagnie d'une centaine de millions de ventes, c'est pas une petite chose. Il y avait beaucoup de manque de confiance de la partie du gouvernement, même le syndicat. Alors, c'était très difficile de convaincre tout le monde. Tout est en place. Mais le barrage, depuis le commencement de Bonheur dans PEG, c'était évident, ça prenait de l'argent du barrage pour payer pour l'usine. C'est ça qui était le deal, puis ça a venu bien de bonheur au mois de janvier. Darwin Smith nous a dit, donne-moi de l'argent, l'argent en cash que tu es supposé d'avoir. Lui voulait vendre le barrage il dit, donne-moi au gouvernement d'Ontario. Le deal, ça faisait déjà 3 ans qu'il y avait une entente entre l'Hydro et la compagnie en dessous de Kimberly-Clark pour vendre ce barrage-là. Mais ça plusieurs millions, puis le gouvernement... Je pense aussi que le gouvernement ne comprenait pas le dommage que ça aurait fait à la ville à y aller sur le plan Amos. Le plan Amos, là, quand on parlait du plan Amos, là, ça voulait dire de 1500 employés à 250? Bon, peut-être 1400 aller à 250 employés. OK. Puis aucune construction, rien. Non. Tu n'avais rien à faire, tu faisais juste fermer des machines et t'en aller chez vous.
Il n'y avait Pour nous rien autres, d'autre. C'était un désastre pour nous autres, les travailleurs dans la forêt, par rapport qu'on était éliminés complètement. Après 25 ans, qui est presque la moitié de la vie d'un travailleur, la première chose qui m'est venue à l'idée, je me suis dit à moi-même, c'est quoi, 25 ans de ma vie passée pour absolument rien? Automatiquement, je me suis mis à penser à mon père, mes grands-parents, qui sont venus ici dans le Nord pour ouvrir le Nord, pour construire un Nord, pour nous faire une vie meilleure. Tout à coup, on se dit, c'est fini, on laisse tomber. Ces gens-là ont fait le sacrifice. Pour là, la chose qui me frappait le plus, je me disais, ça va être quoi? C'est impossible pour nous autres de refaire plus ou moins le même sacrifice, essayer de faire quelque chose, on va s'y prendre comment? La question était, c'est facile de dire on va ailleurs, mais par contre, c'était pas l'objectif. Il fallait réagir d'une autre façon. On avait toutes sortes d'espoirs, de rêves. Ça fait quand même 20 quelques années qu'on travaille ici. Là, M. Smith nous dit que c'est fini avec lui. Au moulin, en groupe, les réactions sont un peu différentes, mais tout le monde est en maudit. On parlait pas de M. Smith comme un héros, tu peux être certain de ça. On parlait de M. Smith comme le gros Américain riche qui a fait son argent puis qui s'en retourne aux États-Unis puis il nous laisse avec une patate chaude. C'était les employés avaient quand même passé la même fin de semaine que nous autres là, à penser avec leur famille et ces choses-là. Mais ça ressortait pas tout de suite. Il y avait plutôt une rage ou plutôt un feeling de tension. Là. Mais avec la vidéo-là, là, c'était vraiment la fin. Là. Je pense qu'on a vu la fin avant qu'elle arrive. Là. Même si on l'avait pas tout accepté encore. Là. On savait qu'il fallait sérieusement chercher une solution. Le nouveau défi qui se présente aujourd'hui dans le monde des années 90, c'est un défi où comment est-ce qu'on va retenir, comment est-ce qu'on va garder notre industrie, comment on va garder notre vitalité économique dans un monde où de plus en plus les compagnies s'en vont, les compagnies vont là où c'est le moins cher, là où il y a peu de normes vis-à-vis de l'environnement, là où il n'y a pas de sécurité sociale à payer. Alors, pour un pays comme le Canada, ou pour n'importe quel pays industrialisé, ça représente une menace. Alors, on peut se retrouver dans une situation où un pays se dénude entièrement de ressources, y compris de ressources humaines, y compris de capital, y compris d'entreprises, et que notre pays accapare toutes ces ressources. Alors, l'intérêt de la compagnie n'est plus identique à l'intérêt du pays. Sean, Dean, Jennifer, as-tu fini de manger? Pas encore? Je finis. Je peux-tu donner les desserts à Dean? Parce que mon gauge est là. Il est ici le bien-être, puis je fais chercher pour le doublage, puis lui, il n'a pas trouvé encore. Tu prends les jobs comme ils viennent à cette heure. That's the way it works, man. Ben là, moi, à la mine, là, c'est ça que je fais. À labor, travaille sur les crushers, travaille ici, travaille là. Je fais ce qu'ils me donnent. Mais s'ils me rappellent pas, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, tu vas être pris comme moi, toi. Ah, rappelle. Ça, c'est... La même matin, tu cognes à la porte du voisin. Il n'y a pas de problème, tu avais une job tout de suite. C'est ça. Master, t'es plus capable. Non, c'est plus capable. Juste à Cap, là, quand j'ai été remplir mes choses de chomage, là, j'ai demandé à la femme, j'ai dit, c'est quoi le pourcentage? Elle dit, le pourcentage de monde qui ont le doigt, de clamer juste le doigt, puis qualifie pour le chômage, 16,7. Ouais. Cet été, c'était 18. Ça, c'est qualifié. Ça, c'est du monde comme Hector, il n'y a pas de job. Il n'est pas compté, lui. Ouais, non, le unemployment qu'il appelle, là, il n'est pas compté, lui, dans ce système-là. Il y en a bien plus que 18 puis 16. Ouais, I guess so. Parce qu'il y en a du monde à Cap sur le bien-être. Dans une économie comme la nôtre, la chose qui coûte le plus cher au monde, c'est lorsqu'il y a des gens qui ne travaillent pas.
Lorsqu'on a au Canada 3 millions de personnes qui ne travaillent pas, ça veut dire que toute la production que ces gens-là auraient été en mesure de faire n'est pas faite. Donc, c'est un coût social. Et des gens en chômage sont des gens qui dépensent moins. Et lorsqu'il y a des chômeurs dans la famille, tout le monde commence à avoir un peu peur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a commencé à faire? C'est un ensemble de politiques où on essayait finalement de combattre contre l'inflation de 87-88 lorsqu'il n'y avait pas d'inflation. C'est les hauts taux d'intérêt. Les hauts taux d'intérêt font quoi? Ils font que le dollar canadien augmente et le coût d'opération de toutes ces entreprises augmente. Le résultat, les produits étrangers deviennent moins chers, donc on achète à l'étranger. Et les exportations canadiennes rapportent moins d'argent pour les exportateurs. Et à un moment donné, en fait, ils commencent à faire faillite. Quand ça commence à être difficile, ils mettent les gens dans la rue. Ils mettent les gens en chômage. We, the people of Kapuskasing. We believe in our fellow employees. We believe in Kapuskasing. Believe in us. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se tenir debout jusqu'au bout comme individu, comme groupe, puis comme communauté. Puis Kapuskasing, c'est ça. T'sais. Moi, j'ai grandi ici. Puis ça m'a tellement touché de voir mon monde, là, parce que c'est mon père, c'est mes mononcles, c'est ma tante, c'est mes chums qui ont travaillé dans ce moulin-là. Le 30 juin, on a eu une assemblée au Centre civique. Il y avait, le Centre civique était pacté, il y avait du monde debout partout. Et puis, les représentants du gouvernement étaient là. M. Delaney est venu remplacer Mme Martel parce qu'elle ne pouvait pas venir. Et puis là, il nous a annoncé que tout avait tombé à l'eau, que le gouvernement se retirait de l'entente, qu'il n'y avait pas assez de... les choses n'étaient pas assez bien mises sur pied pour qu'on puisse continuer. Là, c'était... là, on l'attendait pas, celle-là, puisque 2 jours avant, il y avait un communiqué qui avait été donné de Queen's Park qui disait que tout allait bien, de ne pas s'inquiéter, que le 29 ou le 30, l'annonce serait faite. C'est pas l'annonce qu'on s'attendait qui arrive. Le fait que ça n'a pas fonctionné, je pense qu'il manquait quelques cartes dans le jeu, comme le support complet et inconditionnel des unions, la volonté du gouvernement de fermer le deal avec Ontario Hydro. Et puis, je pense que c'est ça principalement qui ont été les 2 choses qui, au mois de juin, n'étaient pas en place. Avec le fait qu'il y avait un deadline à rencontrer qui était le 30 de juin. Si tout n'était pas fini par le 30 de juin, ça ne pouvait pas prendre place. Et puis, le 30 de juin est venu avant que bien de ces affaires-là puissent être. C'est un peu un jeu de pouvoir. Qui était pour être... Le roi, là, c'était le gouvernement d'Ontario ou c'était Kimberly Clark, Darwin Smith. Politique, politique générale. C'est ça. Le moment le plus difficile pour moi, c'est la première fois que nous avons dit non à la communauté. Il n'y avait assez d'argent du compagnie américaine, il y avait assez d'argent du compagnie Temback, il n'y a pas assez d'argent à la part de la communauté, etc. Et mes collègues et moi-même, comme gouvernement,
a décidé à la fin de juin 1991 qu'on ne peut pas continuer avec les négociations. On ne peut pas faire ce que la communauté veut qu'on fasse. Et il faut annoncer, non seulement à la communauté, mais aussi par tout l'Ontario, que le gouvernement ne peut faire rien. Et c'est le moment le plus difficile pour moi parce que j'habite au nord de l'Ontario. C'est une attaque contre moi aussi et ma communauté. J'étais si désolée en ce moment. Et c'est le moment le plus difficile comme ministre et comme membre du cabinet, aussi comme humaine. J'étais vraiment découragée. J'étais vraiment déçue. Je pensais qu'on avait tout perdu. Puis me suis permis de pleurer pour un bon 5-10 minutes. Jusqu'au temps que notre fille Joëlle descende et puis dise « Maman, elle dit, ça fait pas de sens. Regarde qu'est-ce qu'on vient de passer à travers. On peut pas arrêter juste comme ça. » Et puis Joëlle, c'est vraiment notre inspiration. Joëlle, l'année d'avant, une couple de mois avant, avait passé à travers quelque chose de quand même assez sérieux. Elle avait une commotion cérébrale. Et puis, c'est sa force de caractère qui l'a aidé à passer à travers et puis nous a permis de passer à travers. Et puis, après tout ce qu'elle avait passé à travers, elle n'était pas prête à lâcher. Elle était encore prête à se battre pour garder notre moulin puis notre communauté. Alors, je me suis dit, si elle a encore le courage de le faire, bien moi aussi. Puis, je suis pas prête à lâcher jusqu'au temps que j'ai plus un souffle dans le corps. On s'est mis tout de suite à planifier un week-end de camping à Toronto pour aller mettre de la pression pour influencer le gouvernement. C'était pour faire du sport public. Il faut quand même que tu aies les médias de Toronto sur ton côté. Là, ça a parti une parade. Il y avait 200 un peu, je pense, qui ont parti. D'abord, le chômage, il est là pour rester parce que la main-d'œuvre, le marché du travail est en train de changer dramatiquement. Vous savez, les postes comme moi j'en ai, par exemple, un poste stable, relativement bien payé, intéressant, ça va devenir ça à peu près une personne sur 4 en l'an 2010-2015. Une autre sur 4 va être un pigiste, quelqu'un qui travail intéressant, pas trop mal payé, mais beaucoup de précarité. La moitié de ce peuple-là va travailler avec des liens très épisodiques, saisonniers avec le marché du travail. Donc, on va tous devenir des entrepreneurs, de fait. Des gens, donc, un entrepreneur, il fait pas d'argent, il crève, il n'est pas en chômage. Écoutez, des gens à la base de la société qui sont mal pris ne peuvent pas sortir de leur situation difficile toute seuls. Ils ont besoin des groupes organisés, ils ont besoin du gouvernement provincial, ils ont besoin d'un gouvernement fédéral. On dit souvent que les gouvernements sont endettés, ils n'ont pas de l'argent, ils ne peuvent rien faire, mais c'est tout à fait faux. Si demain on avait une guerre comme la guerre du Golfe, le Canada partira tout de suite pour sauver Koweït de nouveau et il n'aura pas question qu'on n'a pas assez d'argent. Au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, on était déjà plus endetté qu'aujourd'hui. Personne n'a dit, écoutez, il faut que le Canada se retire de la guerre, on n'a plus d'argent. C'est très malheureux, mais malheureusement, les guerres ont eu tendance à créer le plein emploi. Ce qu'il faut faire, c'est si on veut éviter les guerres, et tout le monde ici veut éviter les guerres, il faut imaginer des équivalents de mobilisation de personnes, ce que certains appellent en anglais des moral equivalents to war, des équivalents moraux, si vous voulez, à la guerre, qui seraient des grands projets d'infrastructure, la lutte contre la pollution. Il faut que ce soit des projets intelligents. Il ne s'agit pas de construire des routes qui mènent nulle part. Très souvent, les politiciens sont tentés de créer des routes qui mènent nulle part. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment créer une infrastructure intelligente et cette infrastructure va créer des emplois et va nous permettre de faire la relance de l'économie. Les résidents de Kapuskasing et des environs sont arrivés vendredi soir sur le parterre de Queen's Park. Mais l'atmosphère n'est pas à la fête. Ces familles craignent de tout perdre.
emploi, maison, parenté, si le dossier de la Spruce Falls à Kapuskasing n'est pas réglé bientôt. Le gouvernement ontarien joue un grand rôle de médiateur dans toute cette affaire. Le premier ministre affirme que les gouvernements ne peuvent plus se contenter d'offrir des dizaines de millions de dollars à des entreprises en détresse. Ils doivent plutôt aider les groupes intéressés à concevoir des plans d'affaires économiquement plus réalistes. Marc-André Masson, à Queen's Park. Les pays hésitent, pour la plupart, à effectuer une relance de l'économie en réduisant les impôts ou en augmentant les dépenses publiques parce qu'ils sont déjà très endettés. Il y a deux moyens de relancer l'économie. Ou bien on fait baisser les taux d'intérêt, ou bien on augmente les déficits gouvernementaux. Et ce moyen-là, ce dernier moyen-là, l'augmentation des déficits gouvernementaux, on hésite à l'adopter parce qu'on est déjà très endetté. Oui, les gouvernements sont fauchés, mais le pays n'est pas fauché. Le pays est très riche. The country is not broke. Le pays a quand même une capacité qui n'est pas utilisée. Il a 15 ou 20% de chômeurs. Le pays a des réserves considérables. Et ce n'est pas seulement le Canada, tous les pays ont des réserves considérables. Il faut apprendre à utiliser ces réserves, apprendre à utiliser ces ressources. Et c'est là un rôle où le gouvernement, comme il représente la nation, parce qu'un gouvernement démocratique doit représenter la nation, le gouvernement devrait quand même accepter ses responsabilités, jouer un rôle dans ceci. Il ne peut pas abdiquer ses responsabilités aux compagnies parce que l'intérêt des compagnies n'est plus identique à l'intérêt de la nation. Tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs sur comment distinguer entre deux types de déficits. Vous savez, quand le secteur privé enquiert des emprunts pour construire quelque chose. On emprunte pour construire... Une hypothèque, c'est un déficit, en fait, c'est une dette. Mais on emprunte pour construire une maison. Personne ne dit que c'est mal, parce qu'il y a quelque chose qui est construit, il y a un investissement là. Si, par contre, j'emprunte pour payer mes épiceries, pour payer mon loyer, alors là, c'est mal, parce que ça va finir. Alors, il faut distinguer entre un déficit qui mène à un investissement, et c'est ce qu'on appelle les investissements en infrastructure. Si le gouvernement emprunte pour construire des choses intelligentes, il n'y a rien de mal à ça. Si le gouvernement emprunte pour payer ses salaires, alors là, c'est catastrophique. Alors, la nouvelle pensée, c'est que si on fait de l'investissement public, cet investissement public va nous permettre éventuellement de sortir, pas seulement du déficit, mais du déficit accumulé qui est la dette. We're talking about Kapuskasing, my friend, and that's what we're here to talk about. The situation in Elliott, if you wouldn't mind, monsieur, donnez-moi la chance pour adresser la parole, puis vous êtes capable de me dire n'importe quoi vous voulez faire, OK? Je pense. Là, c'est le temps d'agir, c'est pas le temps de parler. Monsieur, s'il vous plaît? OK. I can tell you right now that there's been a lot of work been going on the part of this government. I know some people don't realize that, but it's a reality. Bullshit! 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 Nous, on est partis le dimanche matin, un groupe de femmes. Et puis, on a conduit à Toronto. On est parti à 5 h le matin. On est arrivé à Toronto à 6 h 30 le soir. Je m'excuse, je suis vraiment émotionnelle. Arrivé à Toronto, nos amis nous attendent. On a commencé à écrire des lettres qui devraient être délivrées au premier ministre à Toronto. Et ces lettres-là étaient de tout le monde, de grands-parents, de parents, d'employés, de petits-enfants même. Tout le monde écrivait leurs sentiments. Le dimanche matin, on a recueilli 5000 lettres
dans les 3 jours. Pour apporter ces lettres-là, alors il nous est venu l'idée de faire une enveloppe avec la toile du moulin. Quand on s'est rendu le lundi matin, vers les 8 heures, où les gens étaient campés, et c'était triste de voir les femmes parce qu'on perdait espoir. On avait lu dans les journaux qu'il n'y avait pas d'argent pour Kapuskasing. Alors, beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui étaient campées étaient vraiment tristes. Et puis, c'est là que il fallait les encourager. Il fallait pas laisser aller. Il fallait pas laisser tomber. Il fallait continuer jusqu'au bout. You know, our whole life is gone down the drain. You can't do that. You know? And the houses, you can't sell it to anybody else. There's nobody else. So if you have a house, 150,000, 200,000, it's gone. It's gone. Like, we have a right to work. You know, like as we have a right to live. And I don't see why the government doesn't. I don't know why we can't get a loan. It's not. We don't. We want to pay our money back. We want to work and we want to pay our money back. We want to help ourselves, and we're giving you a sale, because if you help us now, you won't have to help us for the next 20 years. Et là, la prochaine étape, c'était d'aller délivrer le beau sac, les belles lettres, au bureau de M. Barbé. Alors, on est entré, on est entré dans l'office. Et puis, on a déposé les lettres dans l'entrée du bureau. 5000 lettres par terre. C'était formidable. La secrétaire ou la personne qui était en charge était toute émotionnelle aussi de voir tant de personnes écrire des lettres, tant de personnes envoyer des lettres comme ça. Et puis, elle s'est penchée, on lui a invité à lire des lettres. Et puis, elle s'est adonnée à prendre une lettre qu'un enfant avait écrite. Veux-tu que M. Bob fasse quelque chose pour nous autres, Dominique? Alors, on est sortis de là, espérant avoir de bonnes nouvelles. Et pendant la nuit de dimanche soir, il y avait un autobus qui transportait la fanfare, les étudiants de l'école Cité des Jeunes. Et eux se sont rendus vers les 9h30 et ont commencé à jouer de la musique. Et ça nous a remonté. Ça a fait du bien, ça nous mettait un peu d'entrain. Nous autres, ça nous avait vraiment remonté le moral. La Cap Team, on avait descendu le matin en avion. Et puis, on a rentré à Queen's Park. Et puis, on est sorti sur les marches de Queen's Park pour dire bonjour aux gens. On s'attendait de marcher puis dire bonjour aux gens. Mais on arrivait là, il y avait la bande de la Cité des Jeunes dans le coin. Il y avait tout ce paquet de monde. Ils avaient invité tous leurs amis de Toronto. Puis, il y avait les trailers en arrière. Puis, avec l'écho que ça faisait entre les colonnes, c'était quand même sans son, tu sais, là. Et puis, on se sentait vraiment des géants, tu sais, comme... Le momentum que ça nous a donné en avant, c'était vraiment... Ça n'a pas seulement affecté les médias, ça nous a affecté nous autres mêmes. Ça nous a donné vraiment la conviction, là, parce que 10 minutes après, on montait en haut, puis on a rencontré le premier ministre dans la chambre du cabinet. C'était la première fois qu'une délégation faisait une présentation dans la chambre de cabinet. D'habitude, le premier ministre et puis le caucus sortent et puis viennent nous rencontrer dans une chambre neutre. Mais là, ils nous ont invités direct chez eux, dans la chambre du cabinet. C'est que quand on a monté en haut, on a rencontré M. Ray, Mme Martel était là, Floyd Logren, Bud Wildman, tous les gens du cabinet étaient assis là. Là, on était primés, on était convaincus en plus de notre désir d'accomplir notre but. Mais les gens dehors, ça nous avait vraiment monté le moral. From the employees and the citizens of Kapuskasing and District, we're ready to invest in our own futures.
La communauté décide avec d'autres gens qui se sont impliqués, parce que c'est une affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est que les leaders de la communauté ont commencé vraiment à s'impliquer. C'était plus une affaire de travailleurs, il ne faut jamais oublier ça. On ramasse de l'argent, on souscrit 13 millions. 13 millions. Grosse en tête dans les journaux. Les gens sont fiers, n'en reviennent tout simplement pas. Un mois maintenant, tout était, comme ici on dit, là, Monsieur Bob Ray, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup de l'espoir que vous nous donnez. J'espère que vous allez aider. Nos familles ont besoin de vous, nos petits-enfants. Vous allez Nous avons travaillé très, très fort. Nous avons mettre en place l'accord, mais c'est vraiment M. Ray, M. Smith qui à la fin, dit oui ou non. Alors, on espère qu'au futur, avec les femmes en position de pouvoir, on peut avoir des meilleures conversations avec les présidents, avec les personnes qui ont la responsabilité pour les grandes entreprises. Mais avec Kapuskasing, en ce temps-là, on ne peut pas le faire. De toute façon, la chose la plus importante, c'est que nous avons fait quelque chose. Nous avons réussi. C'est un effort de gouvernement, tout le gouvernement, et ça m'est égal, c'est vraiment moi ou M. Ray qui, à la fin, a dit oui ou non. La chose la plus importante, c'est que nous avons fait quelque chose de positif à la fin. Nous avons réussi à sauver 800 jobs à Kapuskasing. Grâce aux interventions du premier ministre, une entente a été conclue pour éviter la catastrophe économique dans la petite localité de 10 000 habitants. Les propriétaires, Kimberly-Clark et le New York Times, ont donné l'usine aux travailleurs. En échange de quoi, Hydro-Ontario a acheté la centrale hydroélectrique de la Papetière pour 140 millions de dollars. Les travailleurs s'associent à l'entreprise Tembec, qui détiendra 40 des actions. Des emplois seront tout de même éliminés. Il restera 800 travailleurs l'an prochain, 700 en 1994. Les syndiqués renoncent aussi à des augmentations salariales de 4 $ de l'heure. Le premier ministre affirme qu'il n'y avait pas d'autre choix. Victoire, liesse et allégresse. Cap est maintenant propriétaire à 60%. Son associé, c'est Tembec, son président, Frank Dottori. Il a vécu la même aventure avec l'usine de Témiscamingue il y a 20 ans. Sa vaste expérience est très utile à la Spruce maintenant. On l'appelle le tigre du papier. La vision est d'avoir une compagnie rentable où tu peux faire un bon job, un partage des profits quand ça va bien. Puis, si tout va bien, tu peux prendre ta retraite en vendant tes actions. Alors, c'est ça ce qu'on a fait même à Témiscamingue. Les gens ont mis 500 $, puis quand il a décidé de prendre sa retraite, ils ont vendu pour 40 000 $. Ici, je pense qu'il va faire la même chose. Ils ont mis 5-10 000 $, puis je suis sûr qu'ils vont faire beaucoup d'argent d'ici quelques années. Pour moi, ça, c'est la meilleure façon de réussir parce qu'on a tout le monde, la gérance, les gens avec le capital, les travailleurs ont le même objectif, d'avoir une compagnie rentable à long terme. Ici, on a commencé avec une usine il y a un an qui avait des pertes majeures. Même après 15 mois, on est une des seules usines d'Amérique du Nord qui gagne de l'argent aujourd'hui dans le domaine de papier journal. Puis d'ici un an, je suis sûr qu'on va être peut-être la compagnie, une des 5 compagnies plus rentables en Amérique du Nord. Dans le bon vieux temps, avec Kimberly-Clark, l'idée était on allait mettre notre journée, on revenait chez nous, on se faisait dicter quoi faire. On n'était pas impliqués dans les décisions. Aujourd'hui, c'est différent. On est impliqué dans nos décisions. Puis là, ça fait une différence. Là, on se sent beaucoup plus impliqué. Même si, je pourrais dire, on n'a pas eu la chance encore de toucher à nos... comment je pourrais dire? Notre estoune.
c'est pas encore arrivé. On attend toujours. Le dernier quart, on était à peu près, il manquait à peu près 10 $. Mais par contre, on espère bien de voir la chose. Puis je crois, aussitôt que ça va arriver, l'atmosphère dans l'usine va changer. On va tout épauler, mettre notre épaule à la roue, ça va fonctionner. Je suis convaincu. Comment longtemps que tu penses qu'on va être capable de garder le pourcentage de porc qu'on a? Moi, je pense que ça va prendre... On va l'avoir un couple de encore 3 ou 4 ans, mais après ça, ça va prendre d'autres investissements. Ça dépend où est-ce qu'on veut rester. On veut-tu rester avec la même compagnie qu'on a là ou où est-ce qu'on veut grandir? Si on veut grandir, on va être obligé de vendre d'autres porcs. Et alors, c'est là qu'on va perdre le pourcentage qu'on a. Puis en grossissant, puis si la compagnie est rentable, la valeur de nos porcs va monter. Regarde, moi, je pense qu'il n'y a qu'une question de temps. On regarde la situation chez Tembec. Comme cela, il y a à peu près 2 du monde qui appartiennent les porcs chez Tembec, à Témiscamingue. Ici, c'est seulement qu'une question de temps, tant qu'à moi, que si la compagnie grossit, les employés ne seront pas capables d'injecter le montant d'argent pour acheter des porcs pour garder la différence qu'on a. Les plans qu'ils ont pour le futur, c'est toujours plus de machines à papier, plus de production. Alors, même Frank Duty, une fois, il dit peut-être que ça peut remonter jusqu'à 1500 employés encore dans le futur. Ouais, mais je pense que... Avec un grain de sel. J'avais l'impression que je militais à m'impliquer dans ce débat-là et à favoriser la prise en main du moulin par les employés. Je contribuais à l'héritage que me laissait mon grand-père, mon père. Puis aussi, j'y croyais. Ce qui fait que je pouvais plus nécessairement être distant puis avoir l'espèce d'objectivité journalistique dont on aime se parer, nous les journalistes. Là, maintenant, j'ai pris ma décision, je laisse mon emploi, j'ai assez d'informations pour écrire un livre là-dessus, pour témoigner de l'espèce d'esprit communautaire. J'y tiens à ce livre-là, parce qu'il y a toutes sortes d'incidents qui sont arrivés dans les dernières années, puis que c'est facile à oublier. Tu sais, comme ce que tu avais écrit sur ta tasse, là, que tu avais fait Ah faire. oui, Là. ouais, The Spirit is Ça, Strong. l'esprit, bien, c'est ça qu'il faut écrire. Il faut pas que ça disparaisse dans nos mémoires. As-tu peinturé ça? Pas encore, non? C'est ça mon bureau. Bien, ça serait ça. Là, tu t'en vas de ce côté-là. Puis aujourd'hui, je vais m'installer à mon nouveau bureau que 2 businessmen qui participent au projet avec moi ont bien voulu me prêter. Puis ça, je trouve ça absolument... C'est super. On n'a pas fini encore. Les temps sont pas roses. Il y a eu beaucoup de misère et puis beaucoup de peine de la part de plusieurs gens. La seule différence, c'est, comme Émile dit, on voit une lumière à la fin du tunnel. Puis là, c'est nous autres qui contrôlent maintenant. Après que l'achat a été fait, là, la réalité, c'est assez sur nous autres. Là. On a commencé à réaliser les choses qu'on devait faire. Une des choses qui est arrivée, naturellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même perdu leur emploi. Il a fallu restructurer le moulin. Il a fallu changer nos manières de faire. On a coupé des contrats. On a coupé nos bénéfices au moulin. Et puis, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont été capables de se pensionner parce qu'il y avait quand même un nombre assez impressionnant, au-dessus de 200 personnes qui étaient d'âge de prendre des retraites anticipées. Ces gens-là ont pris ces retraites anticipées-là. Les plus jeunes, qui étaient encore un autre 150, je crois, ont été mis à pied. Là, l'après-choc, c'est que la Spruce Falls s'est fait réassesser. On demandé pour un réassessement, vu qu'il y avait des parties du moulin qui ne fonctionnaient plus et puis qu'ils ont fait changer le réassessement. Sur le revenu à la municipalité a baissé. Les gens qui étaient sur leur pension, même s'il y avait leur pension, la pension, c'est seulement 40 à 50 de leur salaire. Les plus jeunes ont été se trouver des jobs en dehors. Ceux qui avaient des enfants ne pouvaient pas attendre que la construction commence pour se trouver de l'emploi quand tu as 3 ou 4 enfants maintenant. Il y a beaucoup qui sont partis. Comme résultat, il y a beaucoup de magasins qui fermaient. Là, les magasins qui ferment, bien, c'est encore d'autres emplois. Puis c'était comme une boule de neige. Ça a fait boule de neige, boule de neige. Et puis là, à la municipalité, nous autres, comme au conseil, il a fallu prendre des décisions qui ont été assez dures à accepter. Des décisions que souvent, nous autres, on avait dur à accepter nous autres mêmes. Il a fallu faire des mises à pied au niveau des employés du secteur public, au niveau des pompiers, au niveau des polices. Il a fallu se réhabituer à notre nouvelle réalité. C'était pas facile, ça se fait, puis on le fait encore. Et puis, on va le passer à travers. Mais c'est des décisions qui
l'après-choc là, qui est dur la réalité est dure à accepter souvent. Moi, je pense personnellement que M. Darwin Smith, dans le fin fond, avec sa première cassette, nous a fait une faveur. Parce qu'il nous a permis de prendre le contrôle de notre vie, de notre communauté. Et puis de ça, j'en suis reconnaissant. Pas pour la peine puis la misère que les gens ont passé à travers, puis qui continuent à passer à travers. Ça, c'est difficile d'accepter. Comme c'est là, je suis au chômage, puis je m'attends... Mon futur est ouvert, mais je m'en vais de journée en journée. Je sais pas de comment... Comme au mois de mai, mon chômage finit. Je sais pas si je vais être justement aller travailler, mais Huguette, elle me dit, je suis ici, qu'on soit pauvre ou riche, on est ensemble. Frères et sœurs, nous avons vécu toutes sortes de Noëls ensemble. Parfois, ils ont été très joyeux, parfois mélangés d'événements tristes ou imprévus. Parfois, des Noëls inquiets, surtout au moment où nous avons vécu une situation économique déplorable pour notre ville. À Noël l'an passé, une lueur d'aurore s'était levée sur notre ville. Remercions Dieu, frères et sœurs, d'avoir inspiré ces efforts accomplis par les membres de notre communauté et demandons aussi le courage pour ceux et celles qui doivent encore lutter pour trouver du travail et demeurer des pierres vivantes de cette belle communauté de Kapuskasing à laquelle nous appartenons. C'est une grande réussite qui a coûté très cher. Et elle continue à exiger son prix au fil des mois, des coupures, des sacrifices. James Michaud a perdu son emploi. Alain Guindon a conservé le sien. Pierre Albert continue à écrire son livre. L'histoire n'est pas finie. Elle recommence tous les matins. En mai 93, contre toute attente, Émile Touchette a été mis à pied. J'appelle le moulin et puis mon patron me dit « Émile, c'est bien de valeur, on a coupé ton emploi. » Alors j'ai dit « Mon emploi ou moi personnellement? » Il a dit « Bien, les deux. » J'ai trouvé quand même, c'était quand même un choc parce que même si on s'en attendait un peu, on pense toujours que ça va arriver aux autres puis ça n'arrivera pas à nous autres, parce qu'on savait quand on a fait l'entente qu'on n'était pas quand même fait avoir 400 à 500 mises à pied. C'était très dur sur ma famille, c'était très dur sur moi. Maintenant, on avait un comité de 3, moi, ma femme et ma petite fille. Et puis, on était alentour de notre table de dîner, puis c'était juste nous autres. Là. Il fallait prendre des décisions pour nous autres et puis plus nécessairement pour le groupe. On a regardé l'option de chercher de l'emploi. On a regardé l'option de retourner à l'université. On a vendu nos bébelles, on a vendu notre chalet, on a vendu la deuxième auto, on s'est débarrassé de plusieurs choses. C'est l'option université qui a quand même prévalu. C'était peurant un peu, mais un de mes amis, qui est à Hearst, m'a dit, moi, j'ai retourné, j'avais 42, et j'étais accoutumé de travailler 40 heures, ça fait qu'étudier 40 heures. J'étais arrivé à premier de classe, et puis à part de ça, les jeunes, ils veulent aller au party cette année, puis ils pensent que tu es trop vieux pour être invité, ça fait qu'ils te laissent tranquille, et puis toi, ben, tu vas réussir.